au service du progrès social. Donc, ces actions ont pour but, d'une part, est-ce que tout le monde peut éteindre son micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, We Take Care souhaite ouvrir les opportunités du numérique à toutes et tous et améliorer l'accompagnement social grâce à la technologie. Donc, pour mener à bien ces missions, We Take Care a développé une plateforme pédagogique 100% gratuite qui s'appelle Les Bons Clics. Donc, cette plateforme comprend voilà, beaucoup de ressources pour monter en compétences soi-même ou pour aider des publics à monter en compétences sur le numérique. Donc, sur Les Bons Clics, on a également développé un média qui aborde des sujets qui peuvent vous toucher potentiellement, vous intéresser à un tas de sujets divers sur la sécurité en ligne, mais par exemple aussi sur la parentalité numérique. Et enfin, We Take Care mène des missions de conseil qui entourent l'inclusion numérique auprès de structures privées ou publiques. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Karina Chatin, qui est donc responsable de l'éducation numérique à la CNIL. Mais alors, qu'est-ce que la CNIL? Alors, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc, c'est une autorité française indépendante qui veille à protéger les données personnelles des citoyens. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'assure que les informations qui sont collectées sur nous, comme notre nom, notre adresse, notre historique de navigation, soient utilisées de manière respectueuse et sécurisée par les entreprises ou les administrations. Donc, par exemple, quand vous vous inscrivez sur un site web ou une application, la CNIL s'assure que les données ne sont pas mal utilisé ou tout simplement voilà, vendu sans votre accord. Mais bien sûr, je laisserai Karina du coup vous parler plus en détail des actions de la CNIL dans un instant. Aujourd'hui, ce webinaire vise à vous aider à renforcer vos compétences voilà, dans la gestion de vos données personnelles, savoir comment adopter les bons réflexes pour sécuriser votre navigation en ligne, grâce d'une part du coup aux explorations des outils, des ressources pratiques de la CNIL, et également grâce au parcours sécurité en ligne présent sur Les Bons Clics, donc une plateforme gratuite et accessible à tous. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est un petit temps pour un petit quiz brise-glace sur un outil qui s'appelle WooClap. Donc, pour participer, c'est très, très simple. Vous avez soit la possibilité de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Et une fois que vous l'avez scanné, vous arrivez sur le site et vous avez un encart Join an event, joindre un événement, et on vous demande d'inscrire un code. Et ben, c'est bien le code qui s'affiche à l'écran qui est CNIL24. Donc voilà, vous pouvez le rentrer comme ça en toutes lettres et renseigner ce code. On vous envoie également directement le lien dans le chat. Et normalement, vous devriez avoir une première question qui s'affiche à l'écran. Hop. Et voilà. Je vous remets le lien dans le petit chat. Alors, la question, c'est voilà, quel est le mot qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à la sécurité en ligne? Je vois qu'il y a déjà plein de mots qui s'affichent. Voilà, n'hésitez pas. Le premier mot qui vous vient à l'esprit est le bon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'important, c'est de voir ce qui, pour chacun, résonne avec l'idée de sécurité en ligne. Alors, on peut voir déjà un peu ce qui ressort des réponses. Donc, on a des mots très variés. C'est intéressant. On a le vocabulaire de l'attaque, de la fraude, de l'arnaque, finalité pirate, hacker. OK. Le mot qui ressort le plus, c'est mot de passe. Donc, vous aurez des informations à ce propos, donc c'est intéressant. Ceux qui s'affichent en plus gros, c'est ceux qui sont le plus évoqués. Verrou, prévention, mise à jour, arnaque. D'accord. OK. Hop. On n'a pas beaucoup de mots protecteurs qui sont évoqués comme protection, confiance. Voilà, on a plus des mots dans le vocabulaire des risques et des cybermenaces. OK. Eh ben, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous inciter à réfléchir à ce qui a pu influencer vos ressentis en répondant à cette première question. C'est peut-être votre métier, c'est peut-être votre expérience personnelle, c'est peut-être des anecdotes entendues. D'où la deuxième question du quiz qui va s'afficher maintenant. Avez-vous déjà été victime ou témoin parmi vos proches d'une tentative de fraude en ligne? Donc là, n'importe quel type de fraude, phishing, piratage, etc.
Voilà, on se rend compte que c'est quelque chose de très, fréquent, hein. L'INSEE notamment avait conduit une étude sur le sujet de la cybercriminalité en 2021 et on se rendait compte que c'était 35 des internautes européens qui avaient dit avoir déjà été exposés, à du phishing, hein, c'est-à-dire la réception de courriels ou d'appels téléphoniques, frauduleux qui visent à soustraire des informations personnelles. Alors voilà, on a déjà pas mal de réponses. Effectivement, on s'aperçoit que c'est un sujet courant et heu et beaucoup ont déjà été confrontés de près ou de loin, à ce genre de situation. Donc là, on a 77 qui répondent, avoir déjà été concernés directement ou indirectement par ça. C'est sûr que, bon, c'est fréquent de connaître au moins une personne de notre entourage, qui a déjà reçu un faux message de sa banque ou de son, service postal, les invitant à cliquer sur un lien douteux. Et ben, merci pour vos réponses, hein. Ce genre, d'échange nous montre bien que la sécurité en ligne n'est pas un sujet, abstrait, mais bien une réalité, qui nous concerne, tous et toutes, de manière concrète. On va passer à la dernière petite question sur une échelle de 1 à 5 et 1 étant le plus bas et 5 le plus élevé. Comment vous évaluerez votre niveau de confiance lorsque vous naviguez sur internet? C'est-à-dire votre confiance en vous. L'objectif, c'est de savoir à quel point vous vous sentez, en sécurité ou à l'aise lorsque vous surfez sur internet. Est-ce que vous pensez savoir vous protéger suffisamment des risques? Est-ce que vous pensez avoir un niveau de connaissance suffisant sur la protection de vos informations personnelles? Donc sachez que là, que c'est, une auto-perception, mais qu'il existe aussi des diagnostics qui vous permettent, d'objectiver votre niveau. En fait, parfois, vous êtes plus fort sur un sujet que ce que vous pensez, mais on peut aussi se surestimer. Là, je vois que plusieurs personnes ont répondu, 4 sur 5 et c'est pour ça que ces diagnostics-là, permettent de s'auto-situer avec un peu plus de justesse parce que l'auto-perception autoperception, pardon, est forcément, subjective, par définition. Donc là, on a quand même une grande tendance qui se dégage avec, la majorité qui répondent, 4 sur 5, mais on a quand même une diversité, des niveaux de confiance. Voilà, certains se sentent, plus sereins et d'autres un peu moins et c'est tout à fait normal, hein, puisque la confiance sur internet dépend de plusieurs facteurs, votre expérience, vos connaissances des risques ou même, voilà, tout simplement vos habitudes, de navigation ou d'utilisation, du numérique. Je vais maintenant laisser la parole à Karina Chatin qui va vous présenter les ressources de la CNIL afin que vous puissiez, recevoir des conseils, pratiques et des informations, pour adopter les bons réflexes, lors de votre navigation. Merci beaucoup, Victoria. Bonjour à tous et merci à Whittaker, de son invitation. Merci à vous d'être présents, pour ce webinaire. Alors effectivement, on vit dans un monde qui est de plus en plus, connecté et du coup, nos données personnelles peuvent, être l'objet de, enfin peuvent être exposées à des risques. Et donc, comme on est dans le mois du cybermois, c'est peut-être l'occasion de s'interroger ensemble, de comprendre, mieux comprendre ces risques, de manière à mieux, se protéger, en ligne. Alors commençons peut-être par quelques mots, sur la CNIL. C'est du langage. À partir de Tout le monde peut bien éteindre son micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pardon. Alors, la CNIL, effectivement, comme l'indiquait Victoria, donc c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Peut-être, si on peut avoir le slide, correspondant. Super, merci beaucoup Victoria. Du coup, comme vous le voyez là, on a essayé un peu de dessiner, l'historique, de la CNIL et de la protection des données personnelles, hein, en France et en Europe. Donc vous voyez dans les années 70. On observe que de nombreux fichiers, et bases de données sont créés et notamment des fichiers, d'État. Et puis, en 1974, donc on a, le projet, du gouvernement en place, d'identifier, chaque citoyen, par un numéro et du coup, d'interconnecter, l'ensemble des fichiers, de l'administration et donc, comme vous pouvez vous en doter, donc ça a créé un vive émoi dans l'opinion, publique. Donc ce projet, était connu sous le nom de Safari et il a mis en lumière finalement, le fait que l'informatique pouvait se développer, de manière non respectueuse finalement des droits, des personnes.
et dans la mesure où, elle pouvait se traduire par un fichage général de la population. Et du coup, le gouvernement a créé une commission auprès du garde, des sceaux, et cette commission, a proposé ensuite donc, à l'issue de larges concertations et de débats, de créer la CNIL. Donc à la fin, de 1977, donc le projet de loi a été, examiné par le Parlement avant de devenir l'actuelle loi donc du 6 janvier 1978. Et vous savez que donc en 2016, l'Europe s'est dotée d'un règlement général sur la protection des données, donc un règlement très protecteur, hein, des droits des personnes, qui est entré donc en application en 2018. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que l'ensemble des pays de l'Union européenne ont une loi informatique et liberté et une autorité de protection des données. Et donc, on peut se dire que c'est un peu le signe d'une bonne vitalité démocratique. Hem, Passons maintenant effectivement aux missions de la CNIL. Alors la première d'entre elles, c'est la mission d'informer. Donc la CNIL va informer, les personnes, va répondre aux demandes, des particuliers et des professionnels. Elle participe évidemment à un certain nombre d'événements, des colloques, des salons, des conférences et elle fédère, un collectif, le collectif Educnum. Donc ce sont, près de 70 structures à but non lucratif qui, développent des actions d'éducation, au numérique. Et puis c'est aussi la protection. Donc toute personne, hein, quelle qu'elle soit, peut s'adresser, à la CNIL si elle a des difficultés pour, exercer ses droits. Et donc elle va le faire en adressant donc une plainte. Et alors c'est intéressant de voir, les sujets sur lesquels les gens, portent plainte. Donc, il y a 4 sujets principaux. C'est la réputation en ligne. Par exemple, une personne va demander, la suppression d'une photo, d'une vidéo, d'un contenu sur internet. C'est le commerce, beaucoup, c'est-à-dire que les personnes s'opposent, au fait de recevoir des courriels publicitaires. Troisième thématique, les ressources, humaines et notamment la géolocalisation des véhicules, hein, dans l'univers professionnel. Et enfin, le quatrième sujet, c'est la banque et le crédit et notamment, l'idée de ne pas être inscrit dans l'un des fichiers de la Banque de France. Alors la deuxième mission, c'est ce qu'on appelle accompagner la conformité et conseiller. Alors accompagner la conformité, ça veut dire qu'on va concrètement aider les organismes publics et privés à respecter la loi, à se mettre en conformité avec le RGPD. Et pour cela, la CNIL met à disposition de ces organismes ou de ces entreprises toute une palette d'outils, une boîte à outils complète et qui va évidemment être adaptée en fonction de la taille, hein, de la structure et de ses besoins. Et l'activité de conseil, eh bien, c'est le fait que, la CNIL va, rendre des avis, sur des projets, de textes, soit d'origine gouvernementale, qui concernent la protection, des données personnelles ou bien qui créent, de nouveaux, fichiers. Et puis, évidemment, nous avons des relations avec le Parlement, donc nous participons, pardon, à de nombreuses auditions, parlementaires. La troisième mission, bah, c'est le fait d'anticiper, et d'innover. La CNIL a une action, d'innovation et de prospective et elle va s'intéresser, comme on dit, aux signaux faibles, et aux sujets, émergents. Donc elle est un peu fédératrice, des débats, éthiques, hein, sur, les nouvelles technologies et puis elle essaie aussi d'accompagner les entreprises pour qu'elles développent, des, solutions technologiques qui respectent la vie privée. On parle de privacy by design. Enfin, la dernière mission, eh bien, c'est le contrôle et la sanction. Donc c'est des missions un peu plus répressives. Donc, le contrôle, eh bien, ça va permettre à la CNIL de vérifier que, bah, la loi est concrètement mise en œuvre. Et donc chaque année, la CNIL va adopter un programme des contrôles, en fonction des thèmes, d'actualité et des grands sujets, émergents. Par exemple, en 2024, les thématiques principales de contrôle ont porté sur les données des mineurs, des enfants. Elles ont porté aussi sur les fichiers, liés aux JO et aux Jeux paralympiques et puis aussi sur les droits d'accès des personnes. Alors la sanction,
si jamais donc les, entreprises ou les administrations ne se mettent pas du coup en conformité, avec la loi, suite à une mise en demeure de la CNIL, eh bien la CNIL peut engager une procédure, de sanction. Vous avez peut-être observé donc, ce mois-ci, donc une sanction de la CNIL à l'attention de Ledger, qui est une start-up qui, stocke, des cryptomonnaies et donc elle s'est vue infliger une sanction de 750 000 €, parce qu'en fait, elle n'avait pas sécurisé suffisamment, on en vient au sujet de la sécurité. Elle n'avait pas sécurisé suffisamment donc, les, adresses mail et les numéros de téléphone, des personnes. Donc les sanctions financières, juste pour, préciser que depuis, l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, le montant des sanctions a été beaucoup relevé puisqu'il peut, s'élever jusqu'à 20 millions d'euros ou dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc on est bien loin des 150 000 € que la CNIL pouvait infliger, avant, la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données. Alors, il me semble important aussi peut-être, qu'on s'arrête un petit moment sur, des définitions pour bien savoir de quoi on parle. Donc la donnée personnelle, puisque, vous vous en rendez compte, dès qu'on est connecté, hein, que ce soit via notre smartphone, via, n'importe quel écran, on va livrer pas mal d'informations sur nous. Alors c'est quoi une donnée personnelle? Eh bien, c'est une information qui va permettre, d'identifier une personne physique. Donc, par exemple, votre, photo, votre nom, prénom, votre adresse IP, votre adresse postale. Voilà, donc c'est toutes ces informations qui permettent de vous identifier directement mais aussi, de vous identifier de manière indirecte, puisqu'en fait, lorsque vous êtes, sur internet, eh bien, vous allez, laisser, pas mal de traces. Vous voyez, lorsque, par exemple, vous vous créez un compte sur, un réseau social, eh bien, vous allez, effectivement, pour créer votre compte, laisser votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Mais ça peut aussi aller beaucoup plus loin. Vous pouvez, par exemple, activer la géolocalisation, sur votre smartphone. Vous pouvez aussi, publier des photos, des vidéos. Donc toutes ces informations, donc, sont autant de traces que vous laissez sur vous. Et il y a ces données-là, puis il y a aussi les données qui sont interprétées, de vos actions. Pardon, c'était la slide précédente, Victoria. Donc toutes les données qui sont interprétées de vos actions, lorsque vous allez, sur internet ou sur les réseaux sociaux, bah, vous allez par exemple, comment dire? Faire état des musiques que vous aimez, de finalement quelle est votre religion, les endroits, favoris où vous aimez vous rendre, voilà. Et puis il y a aussi toutes les données, de votre entourage. Donc ça va au-delà de votre seule personne. C'est-à-dire que vous pouvez aussi renseigner finalement, des entreprises sur, eh bien, les goûts de votre entourage, le domicile, de vos enfants, de vos parents, vos lieux de déplacement, vos amis, voilà, autant d'informations qui vont finalement permettre de dresser un portrait robot, de qui vous êtes. Alors, certaines de ces données personnelles, donc on a vu ce qu'étaient les données personnelles et dans ces données, personnelles, il y a ce qu'on appelle des données sensibles. Alors elles sont, évidemment listées, hein, par la loi, donc vous les voyez à l'écran. Ce sont les données de santé, l'origine, ethnique, les opinions politiques, philosophiques, l'appartenance syndicale, la religion, l'orientation sexuelle, les données génétiques et biométriques. Donc pour toutes ces données, qui sont sensibles, ça veut dire que d'une part, elles sont très protégées, hein, par la loi, mais d'autre part, que si vous les divulguez effectivement, en ligne, vous pouvez, vous exposer à des discriminations, à des formes de rejet. Donc la consigne, c'est vraiment d'éviter, de les, rendre publics, j'allais dire encore plus sur internet et sur les réseaux sociaux que dans le monde réel. Puisqu'en fait internet est très viral et donc et comme vous le savez, les réseaux sociaux ne sont pas le lieu de la modération par excellence. Et donc vous risquez effectivement de voilà, d'attirer des contenus haineux, donc méfiance et garder ces informations, secrètes. Alors, quelques Est-ce que tout le monde peut couper son micro, s'il vous plaît?
Attention, attention. Tu montes ton micro. Ça marche? Oui. Sur, les grands principes de la protection des données personnelles. Comme je vous l'ai dit, donc, nous, la CNIL, on est chargé de veiller, hein, à la protection de vos données personnelles dans l'univers numérique. Nous avons vu que, voilà, l'univers numérique était très gourmand, hein, en informations, personnelles et donc, pour faire simple, donc il y a, quelques principes à avoir, en tête. D'abord, ce qu'on appelle la limitation des finalités. Concrètement, ça veut dire que, un réseau social, un site, va, collecter vos informations personnelles ou vos données personnelles pour un objectif précis. Voilà, il ne pourra pas les utiliser pour un autre, objectif que celui qu'il aura défini, tout de suite. Le deuxième principe, donc de licéité, loyauté et transparence, bah, tout simplement, ça concerne la manière dont vont être traitées vos données personnelles. Elles doivent l'être en toute transparence. Ça veut dire que vous, utilisateurs du numérique, vous devez savoir ce que vont devenir vos données personnelles et il faut bien savoir qu'aujourd'hui, c'est un gage de confiance en fait, hein, dans le monde numérique. C'est-à-dire que les citoyens sont de plus en plus soucieux, hein, du devenir de leurs données personnelles et donc une entreprise qui va être vigilante, qui va être transparente, eh bien ce sera pour elle un levier concurrentiel et donc elle a tout intérêt effectivement à jouer le jeu. Alors la minimisation des données, c'est simple, ça veut dire que, l'entreprise ou l'administration qui va prendre vos données, va les collecter, eh bien, elle va, en collecter le moins possible. C'est-à-dire qu'elle va vraiment s'efforcer de, se limiter à celles qui sont essentielles. Par exemple, elle peut vous demander, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, mais évidemment, elle ne va pas vous demander votre, niveau de revenu ou pire encore, vos opinions politiques. On a vu que ça en plus, c'était une donnée sensible. Donc vous voyez, c'est vraiment l'idée de minimiser, c'est-à-dire de réduire au maximum, le nombre d'informations sur vous. L'exactitude, bah, évidemment, c'est le fait que les données, bah, sont exactes, hein, les données vous concernant sont vraies, sont exactes. La conservation des données, ça veut dire que, bah, on ne pourra pas, conserver vos données de manière indéfinie. Il y a toujours des durées de conservation qui sont, prévues. Par exemple, vous avez tous déjà vu des caméras de vidéosurveillance, hein, dans l'espace public, que ce soit dans les transports ou dans la ville dans laquelle vous habitez. Eh bien, les images ne seront conservées que pendant 1 mois. C'est la durée maximum de conservation de vos données, donc de vos visages en l'occurrence, puisque vous allez passer devant ces caméras. Le respect des droits des personnes, bah, ça veut dire qu'effectivement, on l'a un peu dit tout à l'heure, on ne peut pas faire n'importe quoi avec vos informations personnelles. Il y a des règles, donc il y a un cadre juridique très robuste et donc toutes ces entreprises, toutes ces administrations, eh bien, elles doivent respecter vos droits et on va voir tout à l'heure quels sont vos droits. Et enfin, donc le principe de la sécurité, hein, des données personnelles, qui est un principe cardinal, hein, de la protection des données. On le voit chaque jour, hein, les incidents de cybersécurité qui touchent aussi bien les particuliers que les entreprises, que les administrations. Il suffit de regarder les actualités chaque jour, il y a un nouvel incident de sécurité. Donc voilà, ça c'est vraiment un principe très très important. Alors, si tout va bien, je peux continuer et on va voir ensemble maintenant quels sont vos droits justement, hein. On a dit que un des principes de la, protection des données personnelles et vraiment la loi informatique et liberté et le règlement général sur la protection des données garantissent, hein, les droits des personnes. Je rappelle que c'est vrai en Europe, c'est pas vrai, dans le reste du monde. Même s'il peut y avoir des équivalents de la CNIL dans d'autres pays du monde, hein, il y en a pas partout, loin de là. Et donc, ça veut dire que si vous allez, par exemple, en Chine ou ailleurs, et bien, vous n'aurez pas du tout le même niveau de protection de vos données personnelles. Alors, d'abord, c'est l'obligation de transparence et d'information. Donc ça veut dire que, les réseaux sociaux et les organismes doivent, nous informer lorsqu'ils utilisent nos, données. C'est-à-dire qu'ils doivent répondre à plusieurs questions. Qui déjà? C'est-à-dire, à qui ils demandent finalement ces informations personnelles? Pour quelles raisons? Hein, qu'est-ce qui justifie qu'on demande, des informations sur vous? Ils doivent aussi vous informer sur vos droits justement.
hein, quels sont, vos droits et comment vous allez pouvoir les exercer. On va voir, hein, comment après. Combien de temps ces entreprises ou ces organismes vont utiliser vos données personnelles, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça répond au principe, hein, de protection des données. Et puis à qui, peuvent être envoyées vos données? C'est-à-dire qu'elles ne vont pas pouvoir, être partagées, réutilisées, parfois à des fins commerciales, sans que vous soyez d'accord. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment fait pour, vous, protéger. Alors, le deuxième droit qui est le vôtre, hein, qui nous appartient à tous, c'est, le droit d'accès. Ça veut dire que, vous devez, être en capacité de savoir, ce que détiennent, les organismes ou les entreprises sur vous, hein. Quel type d'informations, en fait, elles ont, sur vous. Le droit d'accès, c'est aussi la possibilité de récupérer des contenus. Ça peut être des photos, des vidéos, n'importe quel type de publication. Et puis, c'est aussi le droit que vous avez de consulter, les images d'une vidéo sur laquelle vous apparaissez. On a parlé tout à l'heure des caméras de vidéosurveillance. Vous avez le droit d'exercer votre droit d'accès à une image sur laquelle vous apparaissez. Et du coup, le fait d'exercer ce droit, bah, ça va aussi vous permettre de savoir ce que les réseaux sociaux, ont déduit, sur vous, de votre personnalité, de vos goûts, de vos centres d'intérêt. Un autre droit important, c'est, la possibilité de s'opposer, ou, d'effacer un contenu. Donc concrètement, si on parle des réseaux sociaux, eh bien, vous devez pouvoir, vous adresser au réseau social et lui demander de supprimer, des informations sur vous. Par exemple, si vous avez publié une photo, une vidéo sur un réseau social, eh bien, voilà, vous pouvez exercer votre droit à l'effacement. Vous pouvez aussi vous désinscrire, d'une newsletter ou, vous opposer, au fait de recevoir de la publicité. Et puis, vous pouvez, demander aussi la suppression, d'une photo, sur vous, sur un site internet. Donc ça, c'est vraiment les 3 grandes, je dirais, moyens ou en tout cas, possibilités qui vous sont offerts d'exercer votre droit donc d'opposition et votre droit à l'effacement. Et vous avez d'autres droits qui sont, garantis. Par exemple, bah, c'est le droit, de faire rectifier une information qui n'est pas exacte, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, les informations qui sont récoltées sur vous doivent être justes. Donc si jamais vous êtes, par exemple, dans un fichier d'une administration ou d'une entreprise et que vous vous apercevez qu'il y a des choses qui ne sont pas exactes sur vous, vous devez pouvoir faire rectifier cette information. De la même manière, vous pouvez, déréférencer un contenu. Donc en un mot, déréférencer un contenu, ça veut dire que, lorsque vous tapez votre nom et votre prénom, c'est déjà arrivé, je suis sûre, sur un moteur de recherche, pour voir ce qui ressort sur vous et si vous n'êtes, pas satisfait finalement, parce que vous avez vu une image qui ne vous convient pas, eh bien vous pouvez vous adresser au moteur de recherche et lui demander de déréférencer ce contenu, autrement dit de l'effacer. Si le moteur de recherche refuse, vous pouvez vous adresser à la CNIL et à ce moment-là, la CNIL va, faire ce qu'il faut, pour que, cela soit, exécuté. Et puis emporter les données, alors ça, c'est un droit nouveau, hein, qui est apparu dans le RGPD, c'est le droit à la portabilité, ça s'appelle comme ça. C'est le fait, par exemple, de quand vous êtes sur un site, pour écouter de la musique, mettons que vous soyez chez Deezer, eh bien, vous pouvez demander à Deezer de récupérer, l'ensemble de vos données, sous un format, informatique et de les emporter, donc de changer finalement de site et d'aller chez Spotify. C'est ça la portabilité, des données. Et puis, en dernier lieu, mais là, c'est vraiment plus marginal, c'est le fait d'accéder donc, aux fichiers, de police, de gendarmerie, de renseignement ou le fameux, fichier, Ficoba. Mais ça, c'est un droit qui est peut-être moins important à évoquer aujourd'hui. Alors, on a vu, ce qu'était la CNIL, on a vu ce qu'étaient les données personnelles sensibles. On a rappelé un peu le cadre juridique, hein, de la protection des données. On a vu quels étaient nos droits. Alors maintenant, comment on les exerce, justement, ces droits?
Donc il y a un cas concret qui vous est proposé. Donc, vous avez une photo, de vous, hein, qui est publiée, et vous n'êtes pas d'accord pour que cette photo reste en ligne parce qu'elle vous pose, un problème. Donc vous allez pouvoir exercer votre droit à l'effacement. Donc là, vous, cherchez la rubrique données personnelles, qui se trouve donc sur le site. Vous pouvez ensuite contacter, le délégué à la protection, des données ou l'équivalent, donc qui est mentionné, hein, sur le site, et donc là, vous allez demander à ce que cette photo soit effacée. Alors évidemment, vous prendrez, soin de, faire une copie d'écran, hein, pour que, évidemment, le réseau, social sache, de quelle photo il s'agit, et puis, encore une fois, si jamais, il refusait, hein, d'effacer ce contenu, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez saisir la CNIL, avec une plainte, hein. Alors les plaintes, vous pouvez, soit téléphoner, il y a une possibilité aussi d'adresser une plainte en ligne sur notre site, donc c'est, assez simple, en fait. Alors, ce que je vous propose maintenant, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions dans le chat, mais soit on peut, s'il y a des questions, c'est Victoria qui décide, répondre maintenant, soit je peux continuer, et vous les poserez à la fin, c'est comme vous voulez. On Vous peut prendre confirmez, le temps plutôt à la fin pour répondre à quelques... D'accord, très bien. vous Alors je confirmez continue. qu'il y a quelques questions dans le chat en tout cas. Très bien, bah, parfait, super. Donc, nous avons vu donc effectivement chacun d'entre nous, on est très, très, connectés, et donc ça n'est pas sans risque. Donc je vous propose qu'on regarde un peu concrètement, les types de risques auxquels on peut être exposé. Bien d'abord, lorsqu'on est, connecté, hein, bah, notre vie privée, n'est plus si privée que ça, en fait, puisque on a tous l'habitude, bah, de partager pas mal d'informations, sur les réseaux sociaux, donc qu'il s'agisse de textes, de vidéos, de photos, en tout cas des, informations qui se rapportent à nous, hein, c'est vraiment des informations personnelles, et donc on va laisser, de multiples traces, en ligne, et qui peuvent ressortir à tout moment, et donc qui peuvent aussi nous poser, des problèmes. Ça peut être aussi des articles, de blog, donc tout ça peut se retrouver aussi, du coup, dans le référencement, hein, dans les moteurs de recherche. On parlait tout à l'heure, hein, de cette, pratique qui est très vertueuse, hein, qui consiste à taper son nom et son prénom régulièrement, dans un moteur de recherche pour voir ce qui ressort sur nous et pour être vigilant parce qu'en fait, si vous voulez, il y a tout ce que vous, vous allez publier en ligne, mais il y a aussi tout ce que les autres, vont publier sur vous. Donc il y a quelque part une double vigilance, à avoir, lorsqu'on est, enfin, sur internet. Alors, parmi les risques, bien sûr, donc le premier risque auquel on pense, c'est le cyberharcèlement qui peut toucher, bah, tout le monde, et c'est vrai qu'il touche les jeunes de plus en plus jeunes. Là, j'ai sous les yeux la dernière étude, hein, de Caisse d'épargne, e-enfance sur le harcèlement des jeunes. Et donc, dès l'école primaire, hein, les enfants, donc 24 des enfants, hein, en école primaire sont déjà exposés à des insultes, des moqueries. Donc là, l'idée, c'est tout de suite de pouvoir être très concret. Donc si on est victime de cyberharcèlement, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc vous avez justement le numéro national, e-enfance, hein, donc ce numéro, a vocation à lutter contre toutes les cyberviolences, hein, pas seulement le cyberharcèlement, mais voilà, vous pouvez le saisir et il est vraiment ouvert, 7 jours sur 7. Et depuis peu, donc e-enfance a créé aussi une application, surtout pour les plus jeunes, puisqu'on s'est aperçu que les jeunes avaient parfois du mal à téléphoner en fait, hein, ils préfèrent passer par une appli. Et il est bon aussi de rappeler quand même que le harcèlement est puni, hein, est puni par la loi. C'est un délit et vous voyez donc dont les peines peuvent atteindre, vraiment, des montants importants et surtout de l'emprisonnement, hein. Donc plus, effectivement la victime sera jeune et plus la peine sera lourde. C'est normal puisque dans l'univers numérique, en fait, les plus jeunes sont plus vulnérables et donc on va s'assurer que, voilà, la protection est d'autant plus importante pour les jeunes publics. Donc, ne pas oublier si vous avez des enfants que si votre enfant, est petit, c'est vous qui allez, en tout cas s'il est mineur, c'est vous qui pénalement donc serez responsable puisque vous avez, l'autorité, parentale.
Alors, autre type peut-être, de risque, alors c'est ce que, ça concerne là effectivement, les algorithmes, la publicité, ciblée. Vous savez, lorsque vous êtes, en ligne sur un réseau social, sur un site, eh bien la plateforme, ne va pas être, configurée, au hasard, hein. C'est-à-dire que la plateforme va être configurée de manière à vous, faire rester déjà le plus longtemps possible, hein, sur le réseau social et aussi elle va permettre finalement de déduire de vos actions un certain nombre d'indices, hein. Donc vous voyez, si on part, d'un réseau social, donc en apparence, il est gratuit, mais enfin vous connaissez tous la formule, hein. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc ce réseau social va rassembler plein de données personnelles sur vous qui vont être analysées, et ensuite elles vont, être, monnayées, hein, à des entreprises qui vont, à partir de toutes ces informations qu'elles ont récoltées sur vous, pouvoir vous adresser de la publicité, ciblée, hein. C'est ce que Shoshana Zuboff, avait, en 2020, appelé donc, le capitalisme de la surveillance, hein. Ça veut dire que, selon elle, nous sommes tous devenus finalement, des marchandises à notre insu. Et là, c'est l'idée vraiment qu'on doit être conscient que nos données personnelles, elles ont beaucoup de valeur et que, plus on va livrer d'informations sur nous, lorsqu'on est sur internet et les réseaux sociaux, plus on va enrichir, les grands acteurs, du numérique. Et donc, voilà, tous les signaux, toutes les traces que vous laissez, évidemment, vont se retrouver, comment dire? Réutilisées, exploitées par ces entreprises. Alors, autre, risque, c'est la, manipulation, hein. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez déjà peut-être fait l'expérience lorsque vous êtes sur un réseau social, vous, faites une recherche et bien, toutes les, mettons que vous alliez sur YouTube, par exemple, bah, toutes les vidéos ou sur TikTok, toutes les vidéos qui vont, défiler, suite à votre recherche vont concerner, comme par hasard, le même sujet, hein, que vous avez, indiqué, au départ. Ça veut dire qu'en fait, au cœur, des réseaux sociaux, eh bien, il y a, des algorithmes puissants, et la conséquence de tout ça, c'est que, vous allez être enfermés toujours dans les mêmes contenus. Alors c'est pas très grave, quand on parle de musique, on parlait tout à l'heure de musique, donc là, il y a pas d'enjeu, je dirais, majeur. En revanche, si on veut parler d'opinion, de pensée, de réflexion. Là, on voit bien quel peut être, le risque, hein. Juste un exemple avant de passer au slide suivant. Vous avez peut-être en mémoire l'affaire, Cambridge Analytica, où, pendant la campagne présidentielle, américaine, en 2016, eh bien, les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs de Facebook ont été achetées donc par cette société, hein, la société Cambridge Analytica et des, profils ont été créés pour manipuler, en fait, les électeurs, hein. Donc là, on voit bien qu'il y a aussi un enjeu démocratique, hein, avec, les algorithmes, puisque là, finalement, bah, ça peut modifier le résultat d'une élection. Alors, un autre, risque ou enjeu auquel on peut être confronté en ligne, c'est le fait d'être victime d'une violation de données. Et là, on arrive, au cœur du sujet, c'est la sécurité, hein, des données. Donc, je vous ai indiqué la définition de la violation de données, donc tout incident de sécurité, donc qui peut être soit d'origine malveillante ou pas, et qui se produit donc de manière intentionnelle ou pas, mais qui a pour conséquence donc de compromettre l'intégrité, la confidentialité ou la disponibilité de vos données personnelles. Exemple, pour être très concret, heu, un e-commerçant, va se faire, attaquer. Pourquoi? Eh bien, parce que, finalement, un employé, n'a pas été suffisamment, prudent, ou alors peut-être que l'entreprise, finalement, bah, a comment dire? A mal sécurisé, hein, son système, informatique et donc la conséquence pour ce e-commerçant, eh bien, c'est qu'un attaquant va, rentrer dans ces systèmes, siphonner donc, une partie de la base client. Les données, des utilisateurs vont être revendues sur internet
parfois à des réseaux criminels et donc pour, aboutir soit à de l'usurpation, d'identité, soit, à de l'arnaque. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, une des obligations pour les entreprises, et les administrations d'ailleurs, c'est vraiment de mettre en place des mesures de sécurité, hein. La sécurité, c'est un axe majeur de la protection des données, personnelles. Ceci dit, le risque zéro n'existe pas, malheureusement, hein, on est chacun, très, très exposé, donc ce qu'il faut, c'est limiter, en fait, hein, limiter fortement, les risques et du coup, il appartient, à chacun d'entre nous d'être très vigilant, et de peut-être, avoir quelques astuces et c'est pour cela que je voudrais en venir aux conseils pratiques maintenant et ces conseils pratiques sont extraits d'un poster que l'on a, réalisé avec cybermalveillance. Donc vous voyez, et je crois que ça a été dit tout à l'heure lorsque, Victoria a lancé le petit quiz, il y avait, le mot de justement, le mot de passe qui était, un des, mots-clés, je crois, hein, qui est apparu dans le nuage de mots et vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, un mot de passe, c'est un peu, si vous voulez, comme une clé. C'est-à-dire que, lorsque vous quittez votre appartement, vous n'allez pas laisser ouvert, vous allez fermer à clé. Eh bien, le mot de passe, c'est la même chose. Ça va sécuriser, hein, vos, informations, personnelles et donc la bonne pratique évidemment, c'est, d'avoir des mots de passe robustes. Donc s'il vous plaît, n'utilisez pas, vos noms, vos prénoms, vos dates de naissance, évidemment des suites de chiffres comme 0000 et cetera. Ne riez pas parce que c'est ce que l'on voit le plus souvent. Donc long, complexe et surtout, l'idéal, c'est d'avoir un mot de passe qui soit différent, hein, pour chaque compte que vous utilisez. Parce que si jamais un hacker arrive à rentrer dans un de vos comptes et qu'il craque donc votre mot de passe, si jamais, bah, vous avez ce même mot de passe pour tous vos comptes, et bah, il va rentrer dans tous vos comptes. Et du coup, ne jamais les divulguer, bien sûr, hein, les garder secrets, les protéger. Deuxième, peut-être conseil clé qu'on peut, donner, c'est, mettre à jour, hein, vos appareils. Donc, il faut, dans la mesure du possible, donc, mettre à jour vos logiciels, vos applications, pour, finalement, corriger, hein, les éventuelles failles de sécurité et lorsque c'est possible, c'est bien d'activer donc les options de mise à jour, automatique. Troisième conseil, c'est effectivement, être économe dans toutes les informations qu'on va donner sur soi. Éviter d'en dire trop sur soi, hein, on va effectivement, publier, partager beaucoup d'informations sur nous, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut, générer des utilisations malveillantes. En fait, en gros, plus vous vous exposez en ligne, plus le risque en matière de sécurité est fort. Donc la bonne pratique, c'est, éviter, autant que faire se peut de donner trop d'informations sur vous et aussi sur vos proches parce que, je pense notamment aux parents, qui pensant bien faire, font du sharenting. C'est à la mode en ce moment, c'est-à-dire publient des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Eh bien, sachez que, la moitié de ces photos se retrouvent dans des réseaux pédocriminels. Donc attention, hein, pensez à vos proches aussi. Et puis, bien sûr, vérifiez les paramètres, de confidentialité de vos comptes pour, finalement, bah, voir ce que les autres finalement, pourront, voir sur vous ou pas. 4e, conseil, c'est bien sûr, conserver une copie, de vos données. Ça vous permettra de les perdre, hein, si jamais il y a un piratage, une panne, ça peut arriver, un vol de données. Et donc là, l'idée, c'est vraiment que vous fassiez régulièrement, des sauvegardes, hein, de vos données sur un autre support que, ce qu'on appelle le bureau, hein, sur, votre ordinateur. Donc ça peut être sur une clé, USB par exemple, dans le cloud ou sur un disque, externe et dans ce cas-là, même s'il y a un incident de sécurité, vous pourrez donc les retrouver, plus facilement. Autre, conseil donc, la méfiance, hein, effectivement, vous avez tous dans votre entourage, des, connaissances de personnes qui se sont fait un peu avoir finalement, en ligne, et notamment on constate qu'il y a beaucoup de phishing,
c'est-à-dire du hameçonnage. Ce sont des escrocs donc du coup, qui vont, comment dire? Capturer quelque part vos informations, personnelles, à des fins évidemment, malveillantes. Il y a aussi, beaucoup de personnes qui, comment dire? Sont victimes d'escrocs, en fait, qui se font passer pour, soit votre banque, votre assureur, voilà et c'est très bien fait en général et donc méfiance parce qu'en fait, ces personnes malveillantes, bah, elles ont un objectif précis, hein, c'est de dérober, vos informations personnelles, notamment bancaires, et puis, du coup, bah, vous voulez de l'argent. On voit beaucoup de personnes âgées notamment qui sont victimes de ce genre de choses. Vous faire télécharger aussi un virus qui va contaminer donc votre ordinateur. Donc la bonne pratique, c'est vraiment, encore une fois, être méfiant. Prendre le temps de regarder, de qui émane, ce message, par exemple. Regardez, il y a parfois des fautes d'orthographe aussi, dans les, messages qui vous sont adressés. Vous avez aussi des précautions de votre banque, hein, qui vous sont rappelées régulièrement. C'est-à-dire qu'un conse votre conseiller ne vous demandera jamais, par exemple, au téléphone de vous donner, votre numéro de code et cetera. Et puis donc, comment dire? Vérifiez donc toujours, vous-même, hein, l'information, en vous connectant donc à votre compte. Enfin, un autre conseil, c'est d'éviter effectivement les contenus qui ne sont pas officiels, hein, puisqu'on voit souvent, que des virus, qui peuvent pirater donc soit des appareils ou des comptes, eh bien, ils vont être présents dans des jeux vidéo par exemple, dans des sites, de streaming. Donc là, vraiment, soyez attentifs à tout ce qui n'est pas, comment dire? Estampillé, site officiel. Et donc, la bonne pratique, c'est donc éviter de télécharger des contenus évidemment qui sont illégaux, hein, ça c'est fortement, déconseillé, ni des solutions qui ne sont pas, officielles. Et puis, si, vous faites des achats, installez donc les applications directement depuis les sites, ou les magasins officiels des éditeurs. Vraiment, ça c'est un conseil, précieux aussi. Alors pour les paiements en ligne maintenant, puisqu'on est tous, nombreux maintenant à faire des évidemment, hein, des achats, à distance, évitez les Wi-Fi, publics parce qu'en fait, il peut y avoir, une interception de vos données bancaires, hein, ces Wi-Fi publics ne sont pas suffisamment sécurisés la plupart du temps. Donc si vous faites un paiement en ligne, faites-le de chez vous ou je sais pas, à votre bureau s'il y a des mesures de sécurité qui sont efficaces, mais évitez par exemple de le faire, depuis une gare ou, dans le hall d'un aéroport, enfin voilà, dans tous ces endroits, ça sera vraiment pas sécurisé. Évitez aussi de donner vos données bancaires, je l'ai un peu dit tout à l'heure, par téléphone ou SMS. Ça, jamais, hein, votre conseiller bancaire ne vous demandera, ce genre, de choses. Vérifiez aussi la mention HTTPS qui se trouve donc lorsque vous êtes sur un site tout à fait à gauche, en haut. Là, c'est une garantie en fait que le site, est sérieux et qui présente, toutes les garanties de sécurité. Donc s'il n'y a pas cette mention HTTPS, à éviter. Activer la double authentification, alors ça, c'est quelque chose qui est maintenant obligatoire, hein, lorsque vous voulez, consulter vos comptes, depuis votre, téléphone, ou votre écran d'ordinateur. Il y a toujours une double authentification qui est faite, qui est demandée par la banque et donc ça renforce encore effectivement la mesure de sécurité. Et être très attentif évidemment aussi aux sites qui sont frauduleux et qui imitent les sites, légaux ou légitimes ou officiels. Donc, c'est très bien fait maintenant, hein. Il y a vraiment des techniques, on retrouve les logos, voilà, donc il faut vraiment être très attentif. Comme je vous le disais, parfois il peut y avoir des petites fautes, d'orthographe ou donc le moindre indice, est important. Et puis ne surtout pas, sauvegarder vos données bancaires dans le navigateur. Ça, il faut, toujours refuser parce que là encore, vos données bancaires peuvent circuler ensuite et être récupérées, par d'autres organismes et du coup, hackées et vous vous retrouvez, voilà, en difficulté. Si on doit faire un petit résumé sur, donc, comment sécuriser vos données en ligne, donc, évitez de cliquer, sur les liens.
mais plutôt aller sur le site de l'organisme, hein, le site officiel. Vérifiez bien que c'est un site officiel et pas, une imitation, voilà. Évitez de croire, dans les messages qui vous demandent d'agir très vite. En général, la précipitation, c'est vraiment pas bon. Là, ça doit vraiment être, une alerte pour vous. Si vous êtes sous pression, si on vous met sous pression, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Avoir des mots de passe robustes, hein, on l'a vu, et différents pour chaque, service ou chaque compte. Si on le peut, lire les conditions générales, d'utilisation et les politiques de confidentialité pour savoir qui va être responsable. Alors là, c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, parce que les CGU sont souvent très longues, sont parfois, très juridiques, parfois en anglais aussi. Donc là, c'est vraiment parfois, compliqué. Mais si on le peut, c'est bien de le faire. Pensez aussi à configurer vos comptes en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. C'est toujours bien de ne pas révéler sa vraie identité, c'est-à-dire d'avoir un pseudo sur un réseau social, d'avoir un avatar si vous jouez aux jeux vidéo et d'être en mode compte privé, c'est-à-dire que vous allez permettre simplement à un cercle d'utilisateurs que vous aurez choisi d'avoir accès à vos informations et à ne pas être en mode public où là, effectivement, n'importe qui pourra avoir accès à ces informations. Et puis évitez de publier, votre vrai visage, sur internet, parce que là encore une fois, le fait d'avoir, pour photo de profil, une autre, comment dire? Une autre photo qui n'est pas votre vrai visage, vous protège aussi, des risques. Évidemment, ne jamais communiquer votre numéro de carte bancaire par SMS ou email, ça va de soi. Enfin, j'en viens aux ressources pédagogiques, de la CNIL. Donc on publie beaucoup, beaucoup de choses, hein, notamment, des posters. Donc j'ai évoqué tout à l'heure le poster cyberréflexe, mais on a aussi donc un poster qui s'appelle «Les 10 conseils pour rester net sur le web». C'est un peu une espèce de ouais, de condensé des très bonnes pratiques à avoir qui vraiment limitent les risques, lorsqu'on est en ligne. Un poster sur les mots de passe également. Et puis, pour finir, donc on a, publié, récemment, des petits guides avec, l'UNAF et cybermalveillance, donc c'est tout à la fin, un dernier slide. Adoptez les bons réflexes, pour, vous protéger des risques sur internet. Ah oui, pardon, il y avait aussi celle-ci, excusez-moi, je suis allée trop vite. Il y a aussi d'autres ressources pour les enfants, et les ados, donc les plus jeunes, des quiz en ligne. Nous avions lancé l'année dernière une campagne pour les 8-10 ans, donc avec des dessins animés, des jeux de cartes, des quiz, des posters, à la fois pour les enfants et leurs parents aussi. Le livret «Les gardiens du numérique», donc ça, c'est un livret, qui va aborder tous les enjeux de citoyenneté numérique, donc le cyberharcèlement, les fake news, l'identité numérique, voilà, et qui va beaucoup comporter de jeux. Donc à l'intérieur, du livret, vous pourrez trouver des jeux, un pacte famille aussi, parce que c'est pas toujours évident de se mettre d'accord avec les enfants, de parler de tous ces sujets qui sont parfois des sujets un peu de tension, hein, les sujets qui tournent autour du numérique. Donc, voilà, donc vous avez aussi des livrets pour les parents, et puis voilà, donc ça j'en ai parlé. Pardon. Vous pouvez OK. passer Victoria Oui, et je le temps file, on va et passer ben à la voilà, partie, parfait. questions-réponses. On en a eu pas mal, donc merci à tous, pour vos questions. On va peut-être pas répondre à toutes, mais en tout cas, on vous envoie le support. En tout cas, si vous avez répondu au questionnaire qui a été mis dans le chat du Zoom, et qu'on va remettre dans le chat du Zoom. Du coup, on a eu une première question, concernant l'incident de sécurité, Free annoncé. Que faire et quelle vigilance quand on est, un abonné de Free? Alors, face effectivement à une telle, situation, nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est de, changer, vos mots de passe, hein. Lorsqu'il y a eu, un incident de sécurité, ça a été le cas aussi avec des mutuelles, récemment, vous changez votre mot de passe, ce qui permettra finalement d'éviter au maximum, mais je l'ai dit, il n'y a pas de risque zéro, mais en tout cas, ça permettra d'éviter au maximum que vos données soient compromises, puisqu'il y a eu cet incident de sécurité. C'est valable pour Free, mais pour tout autre type, d'entreprise. Merci. On a une autre réponse. Peut-on se déréférencer sur Google, s'il vous plaît?
Alors oui, j'ai parlé tout à l'heure, hein, de ce droit au déréférencement qui est un peu différent du droit à la suppression. Je rappelle juste en 2 secondes, supprimer donc une photo, on s'adresse au réseau social. Déréférencer un contenu, on s'adresse au moteur de recherche et donc là, bien sûr, vous allez, vous adresser donc au moteur de recherche, faire la capture d'écran toujours, hein, et lui demander de supprimer donc la photo, la vidéo, qui vous pose problème. Dans 85 des cas à peu près, le moteur de recherche va le faire. Alors vous allez me dire: «Mais, quid, des cas restants?» Alors, le moteur de recherche peut refuser de déréférencer un contenu lorsqu'il s'agit d'un personnage public. Je m'explique. Si, un acteur de cinéma célèbre a été condamné, pour, un fait, si, un élu, a été aussi, condamné, disons, je sais pas, pour une malversation financière, par exemple, pour une escroquerie. Si, le président du club de foot, du voilà, de n'importe quel, endroit en France, a été condamné, vous voyez? Donc si vraiment il s'agit de personnes qui ont une notoriété publique, eh bien, le moteur de recherche va considérer que le public, c'est-à-dire vous et moi, on a le droit de le savoir. On a le droit de savoir que, voilà, tel personnage, public a subi cette condamnation. Donc, hormis ces cas qui sont quand même, voilà, qui ne nous concernent pas tous, eh bien, en principe, le moteur de recherche va accepter et si jamais il traîne ou s'il refuse, vous contactez la CNIL et nous, on fera en sorte que ça soit respecté. On va peut-être prendre, une dernière question. On nous demande, notre avis sur, des, moteurs de recherche, concurrentiels à Google ou aux autres moteurs de recherche un peu plus traditionnels, sur Qwant notamment et sur, Startpage. Alors Quant, c'est vrai, est considéré comme plus éthique, hein, que Google. Je vous avoue, là, Google, c'est vraiment pas le meilleur ami de la CNIL. D'ailleurs, voilà, il est, sanctionné régulièrement, par la CNIL, notamment, pour des raisons de manque d'information justement, sur, ce qui va faire des données personnelles, hein, qui nous concernent. Donc Quant, effectivement, est un moteur de recherche beaucoup plus éthique. Est-ce que, il est parfait? Non, il y aura pas de moteur de recherche, complètement, idéal. En revanche, c'est vrai qu'il vaut mieux passer par Quant que par Google. Le second que vous avez cité, je connais moins, donc je pourrais pas me prononcer dessus. Mais en tout cas, voilà, il y a des alternatives effectivement à Google. Si vous avez la possibilité d'utiliser Quant, même si, en général, ce qu'on nous rétorque, c'est que c'est moins pratique, ça va moins vite et c'est vrai, hein, qu'il y a un vrai, comment dire? Sujet, de souveraineté numérique derrière tout ça. C'est-à-dire, quelles alternatives solides, crédibles, efficaces on propose sur le continent européen et donc en France aussi, pour, inciter les gens à les utiliser plutôt que d'aller vers les moteurs, qu'on connaît bien, hein, les plus célèbres, mais qui ne sont pas du tout respectueux des données, personnelles. Donc, là, il y a un enjeu effectivement de souveraineté numérique derrière tout ça. Merci beaucoup. On a eu, effectivement d'autres questions. On pourra peut-être, y répondre quand on vous enverra le support un peu, complété qui vous, voilà, permettront d'avoir, des réponses à ces questions-là. Pour finir, on aimerait, simplement, vous, rappeler l'existence de, Les Bons Clics. Donc Les Bons Clics, comme je l'ai dit, dans l'introduction, c'est une plateforme gratuite pour progresser, sur le numérique depuis chez vous. Donc il faut savoir que Les Bons Clics vous permet d'avoir accès à un espace d'apprentissage, qui vous est dédié, sur lequel vous pouvez retrouver, beaucoup d'exercices, interactifs, en libre accès, plein de ressources pour pouvoir, progresser en toute autonomie et à votre rythme et notamment, sur le sujet de la sécurité en ligne. On a une ressource spécifique qui s'appelle, Sécurité en ligne et vous pouvez vous exercer dessus, voilà, à créer des mots de passe, plus robustes, mais aussi, avoir accès à des exercices interactifs qui vous permettent de savoir reconnaître, des mails ou des SMS de phishing. Enfin, toutes ces thématiques-là, sont traitées et la plateforme est complètement gratuite et accessible à tous. Et encore une fois, n'hésitez pas à répondre au formulaire, qu'on a envoyé dans le chat du Zoom parce que c'est grâce à ce formulaire-là qu'on peut vous envoyer le support. Voilà, pour finir, n'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre chaîne WhatsApp qui est une chaîne au sein de laquelle, on prodigue des conseils un peu pratiques sur toutes sortes de sujets, la sécurité en ligne, la parentalité numérique et cetera. Vous
pouvez également vous abonner, à notre newsletter et suivre l'agenda de nos événements. Notamment, on organise, un nouveau webinaire sur le thème de la parentalité numérique, le 20 novembre, qui s'appelle «Surveiller ou éduquer vos enfants sur le numérique, trouver le juste équilibre». Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez avoir accès à ces informations-là. Voilà, je vous remercie, à tous et merci, Karina, Merci beaucoup pour votre attention et là, j'étais en train de regarder, tous les messages que vous avez laissés dans le chat et c'est vrai qu'on pourrait y passer presque une heure là. Il y a vraiment des questions très intéressantes, à la fois très globales. Je vois quel est le principal objectif de la CNIL, quels sont les enjeux de la protection des données et puis des questions beaucoup plus micro, plus précises. Donc vraiment merci pour l'intérêt que vous portez à nos sujets et à la protection des données. Et si, évidemment on le peut, on répondra à toutes vos questions si Victoria, me les transmet, voilà, bien sûr, on prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre attention et merci à WeTakeCare, pour son invitation. Merci beaucoup. merci à tous, merci beaucoup.